Salut Medibos, bienvenue sur cette nouvelle pause dev. Aujourd'hui, on va faire un peu d'application console, on va quitter un petit peu le web, on va quitter un petit peu Rehost. Enfin, on va quitter un peu Rehost. On va rester sur notre solution, on va se servir de cette application console qu'on a écrite ensemble la semaine dernière pour en guise d'exemple quoi. Et on va regarder aujourd'hui comment on peut tracer les logs, ou plutôt en l'occurrence générer nous-mêmes un log du déroulement d'une application console euh, pour avoir un suivi sur le traitement qui a été effectué. Ça va nous servir pour aller, rappelez-vous, de notre application Rehost. Ça va nous être utile pour aller tracer l'exécution de mon application de console et aller vérifier si les images éphémères ont été supprimées ou pas, pour stocker ça. On va stocker ça sous forme de fichier texte quotidien, puisque l'application console en question est appelée une fois par jour. C'est une tâche planifiée qui gère ça derrière. Et on va démarrer ça tranquillement. On va aller concaténer ça donc au fichier texte au fur et à mesure que les données vont s'écrire dans la console. Et puis j'aimerais aussi qu'on ajoute, si on a le temps, on verra ça. Je vais essayer de se faire un stream un peu court. On va essayer de se cantonner à 1 heure. Comme ça, c'est beaucoup moins indigeste, c'est plus facile à uploader pour moi. Pour vous, c'est plus facile à suivre aussi. Alors, je sais pas si ça sera un tuto, enfin, on verra bien. On va découvrir ça ensemble. Mais ce que j'aimerais bien quand même dans la foulée, c'est rajouter un petit peu de gestion d'erreur à notre application de console. Alors pour le moment, j'en ai pas eu. L'application, on va aller voir ça ensemble dans la base de données. L'application fonctionne. Actuellement, elle a tourné, ça fait depuis lundi que la tâche planifiée est activée et elle a déjà supprimé quelques photos de la base de données. Donc c'est ce qui est attendu. C'est une fonctionnalité qui n'est pas encore très utilisée par mes users sur l'application, mais ça ne saurait tarder, ça m'a été pas mal demandé, donc je pense que ça va venir dans les prochains jours. Voilà mes 10 boss. Et ben je pense qu'on va y aller sans plus attendre, c'est parti, hop, on va baisser un peu la musique, et on y va. Donc on est sur notre solution, on sait connaître la chanson. Voilà, on va sur notre petite application console, donc j'ouvre le code ici. Et donc pour rappel, cette application console elle a 4, l'algo se découpe en 4 principales fonctionnalités. On a la fonctionnalité qui sont décrites ici, voilà, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Par contre, ce que vous vous rappelez, c'est que à de très nombreux moments, je fais appel à cette fonction là, qui va aller tout simplement écrire une ligne, ajouter une ligne en, dans la console. Et moi, c'est cette ligne-là que j'aimerais bien aller stocker quelque part. Alors, pour le moment, je pense qu'on va se contenter de mettre des logs dans la... On va se contenter d'écrire des logs dans des fichiers texte qu'on va stocker dans un dossier log de l'application, c'est-à-dire physiquement sur le disque dur du serveur. Je pense pas que ce soit pertinent de les stocker en base de données. C'est du texte, alors ça coûterait vraiment pas cher de les stocker en base de données, mais disons que pour une relecture rapide et aller moi checker rapidement le lundi matin que le week-end ça a tourné, je me vois pas ouvrir une connexion base de données, aller taper mes requêtes et tout. Donc je pense qu'on va plutôt stocker ça dans... Alors, le fichier texte c'est pratique, mais vous verrez que ça va provoquer des soucis d'accès concurrents, pardon, puisqu'il faudrait, là typiquement, il faudrait que je fasse gaffe à pas écrire 2 lignes en même temps dans le même fichier. On va voir comment on peut s'affranchir de ce problème-là. Alors que si j'écrivais dans une base de données, je m'en fiche. Typiquement, je concatène c'est Entity Framework qui s'occuperait des accès et de l'écriture et du cache, etc. Des temps d'accès de la base de données. Donc lui, il gérera tout ça pour moi. J'aurais pas trop à me soucier de la problématique. Mais nous, on veut des fichiers log ici, des fichiers texte stockés en local sur le serveur. Alors qu'à cela ne tienne. Alors pour faire ça, il y a plusieurs possibilités. Il existe plusieurs façons de faire. Typiquement, là, cet utilisateur-là sur Stack Overflow a tout à fait raison. Utiliser un trace listener, c'est plutôt ça la bonne pratique, la bonne façon de faire ce serait plutôt ça. Et de décrire d'instancier un traceur dans l'application. Et à chaque fois qui va aller surveiller un flux, tout simplement un stream. Et comme par chance notre console en C Sharp, et puis même pas qu'en C Sharp d'ailleurs, mais notre application, notre console en C Sharp, c'est un stream, c'est un flux de sortie. Le console.out, c'est un stream. Et bah du coup, on peut très facilement aller claquer ça dans le listener et puis ça va loguer au fur et à mesure.
un peu à la manière de Log4j le ferait pour les erreurs, la gestion des erreurs ou des messages console dans une application. Et d'ailleurs, l'autre possibilité, c'est de passer par un package tout prêt comme Log4j, c'est une très bonne solution. Moi ici, j'ai choisi de le faire custom, enfin, je choisis l'option de le faire custom parce que je veux pouvoir maîtriser ce que moi j'écris dans mon fichier texte. Et typiquement, il y a peut-être des lignes que je voudrais sauter et pas mettre dedans. On pourrait le faire avec Log4j en choisissant le niveau de log qu'on décide d'écrire. Mais moi, je préfère le faire moi-même. L'application est très courte, à tous les coups, elle écrit 50 lignes maximum sur l'écran, et encore, je suis gentil. Donc, je pense qu'on va se cantonner à ça, et puis dans l'implémentation, ça me paraît beaucoup plus simple à faire. On verra si on est limité techniquement. Dans ce cas, je ferai un épisode 2 où on dira non, cette solution, c'est de la mouise. On va plutôt partir sur un logger ou un listener. Ok, les D-Boss? Bon, allez, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, comme j'avais entamé le discours, cette petite application console là, elle est appelée une fois par jour à une heure fixe, donc c'est-à-dire à minuit, pardon, à minuit du matin, à minuit du matin, au moins moi ça me fait rire. Et elle est lancée à minuit du matin, et à minuit du matin, donc tout ce code se déroule une seule et unique fois. Il n'y a pas d'accès multiple dans la même journée, donc moi ce que je verrais bien, c'est que je verrais bien un fichier qui se nommerait tout simplement, on va l'appeler avec le nom de l'application, hein, riost.autodel, ouais, et puis un truc du genre, ouais, un truc comme ça, voilà, ça me paraît bien ça. Ouais. Comme ça, ils seront rangés dans le dossier, ils seront rangés ces fichiers dans la sortie dans le dossier d'exécution de l'application. Donc, c'est-à-dire le dossier, nous ici en contexte de développement, ce sera le dossier bin debug, puisqu'on est en configuration debug. Et au niveau, je pense pas nécessaire ici de mettre une clé de configuration pour générer le nom du fichier et l'emplacement de sauvegarde du nom du fichier, pas pour le moment en tout cas. Parce que c'est une application qui est vraiment confidentielle, hein. C'est pour nous, pour notre exécution à nous côté serveur. Donc bon, je pense pas que ce soit très pertinent d'aller au-delà et de se compliquer la vie avec ça. Vu les dibos. Donc voilà, je pense qu'on va l'appeler notre fichier comme ça. Enfin plutôt comme ça, et Reostotodel, et puis ça sera généré par l'application. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, hop, on va mettre un petit message à l'écran. On va faire du string format. Un truc comme ça, ouais. Ah, c'est pas ça, c'est une chaîne de caractères. Ah oui, pourquoi il m'a fermé la parenthèse? C'est con ça. Voilà. Il faudrait le générer là. Alors on va faire string log file name. Donc on a dit qu'on allait l'appeler comme le nom de l'application. Ouais, on pourrait le rendre dynamique, mais bon, ouais, écoutez, ça va, ouais, ça prend 3 secondes de faire un clic. L'application, je vous garantis que le namespace ne va pas changer tous les 2 jours. Ouais, et puis on va concaténer ça. Ouais, on va l'ajouter en fin de chaîne, on va l'ajouter string tout simplement. Pas Todd, non, c'est nul Todd. Ouais, string. Puis on va le mettre en. On avait dit quoi? On avait dit here, month, day. Ouais, ça me paraît pas mal déjà. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal. On a notre file name qui va s'appeler comme ça. On va le concaténer avec la date du jour et on va rajouter un point log à la fin. Donc là, on a le nom du fichier log. On va mettre ici. Ouais. Oups, CTRL Y. Est-ce que ça marche, ça, déjà? Pardon, les boss. Est-ce que ça marche?
Génération log, rehost autodel, machin, 6.log. Bon, ok. Alors, on a notre chaîne de caractères qui va définir le nom du fichier. Donc ça, c'est top. On va se mettre là. Hop. Petit café. Ah. Ouais. Alors du coup, on a notre nom de fichier, il est là, on va le stocker là, je laisse le commentaire, ça me rappelle, ok. Et donc, ce que moi j'aimerais faire, c'est que j'ai pas envie de doubler à chaque fois que j'écris un événement dans ma console. Alors vous l'avez vu, à chaque fois que j'écris un événement dans ma console de mon petit programme là, c'est pas moi qui fais console write line et puis etc. etc. Pourquoi? Premièrement, parce que vous allez le voir tout de suite quand je vais lancer l'application. Voilà, il y a un truc qui doit vous sauter aux yeux, c'est que, alors oui, il y a de la couleur, on s'en fout, dans le fichier texte, ce ne sera pas le cas. Non, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir claquer un timestamp devant chacun de mes commentaires. Typiquement, ici, j'ai voulu loguer à l'écran démarrage, et vous voyez que ça se traduit en démarrage précédé d'un timestamp. Ok? Ça, c'est typiquement ce qu'on va faire dans un fichier log, c'est ce qui va nous permettre de monitorer un peu les performances de l'application, et puis surtout d'aller voir à quelle heure, quel moment, quelle action s'est déroulée. Alors ce qu'on va faire, c'est que du coup, moi j'ai pas envie de rajouter à chaque fois que j'ai un log console, là, en gros, à chaque fois que j'essaie d'afficher un message à l'écran de l'utilisateur, j'ai pas envie d'aller doubler chacune de ces lignes avec un log to file et puis le même message, quoi. Je trouve ça un peu rébarbatif. Donc ce que je propose à ce moment-là, c'est d'aller modifier carrément notre fonction qui elle se charge d'aller générer les messages console, hein, que vous venez de voir à l'écran. Donc c'est-à-dire qu'il rajoute le timestamp, qu'il rajoute la couleur, etc., la mise en forme. Et c'est là-dedans, quelque part, qu'on va écrire le message qu'on lui demande d'envoyer dans le fichier texte. Je pense que c'est comme ça le mieux à faire. Alors, partant de là, ça veut dire que même ici, il va falloir que je me trouve une solution pour loguer, pour distinguer les messages que je veux loguer dans mon fichier log et les messages que je veux ignorer. Et oui, parce qu'à ce statut-là, par exemple, un truc tout bête, à la ligne 14 là, quand je lance l'application et qu'il y a écrit démarrage, à ce niveau-là, j'ai pas encore généré mon nom de fichier. Voilà. Donc ça veut dire que si là ici je lui demande à lui d'aller m'écrire dans le nom du fichier, dans le fichier que je viens de créer, je vais avoir un problème parce que le fichier n'existe pas encore. Donc pour ça, soit on décide pragmatiquement de tout loguer dès le lancement de l'application, et je pense que c'est le plan qu'on va choisir, soit on fait ça, dans ce cas-là, cette variable-là, on la claque en variable externe, et elle est instanciée dès que l'application est lancée. C'est tout à fait ce qu'on peut faire, hein. On peut très bien le mettre, ce morceau de code là, hein, c'est pas... Là, pas forcément une variable externe d'ailleurs, hein, ça peut être fait à ce niveau-là. Si c'est fait à ce niveau-là, ça veut dire qu'à chaque fois, il va falloir que je passe en paramètre à cette fonction-là. Il va falloir que je lui passe en paramètre le nom du fichier. Moi, je trouve ça un peu rébarbatif. Donc, ce que je suggère de faire dans ce cas-là, c'est d'utiliser une variable externe qu'on va appeler... je sais pas si on est obligé... Dans une application comme ça, on n'est pas obligé, je pense. Si je fais ça... et qu'on lui met string.empty à l'instanciation. Voilà. Ok. Je pense que si je la manipule ici, à chaque fois que je vais la manipuler dans mon programme, j'ai un message à gauche, une référence d'objet est requise pour la méthode de le champ logFileName. D'accord. Donc ça veut dire que là, c'est une propriété qu'il faut utiliser. Ok, qu'à cela ne tienne. Oups. Ah oui. Oh là là. Je vous dis, c'est tragique les dyslexiques des doigts. Voilà. Ok. Voilà. Non, c'est con d'ailleurs parce que ça, justement, je veux pas qu'il soit statique, je veux pouvoir le manipuler. Donc on va voir. Je pense que si je fais ça, ça devrait suffire. Du coup, c'est plus une variable externe, c'est carrément une propriété de ma classe programme. Bon, c'est pas bien grave. L'idée, c'était de le sortir de main pour le mettre à la portée au-dessus, au niveau du code, de manière à ce que logFileName soit accessible, vous l'aurez deviné, ici. Voilà.
Voilà, là j'y ai accès. J'y ai accès et du coup, à chaque fois que je passerai dans cette fonction-là, je ferai en sorte de récupérer cette valeur-là. Le truc qui va être un peu touchy, c'est qu'il va falloir que je fasse un petit peu gaffe à mon cycle de vie. Il va falloir que je fasse bien attention à ce que mon nom, à ce que cette variable-là qui contient le nom du fichier que je vais écrire sur le disque soit bien générée et existante à partir du moment où je fais mon premier log console. Vous l'aurez deviné. Ok. Alors on va laisser ce petit message-là, ça fera un fake. C'est pour signifier à l'utilisateur que c'est ce fichier-là qu'il va utiliser. Comme ça, il stocke le nom du fichier. D'ailleurs, c'est une bonne façon de voir si ça a fonctionné, ça. Parce que c'est dire que là, je passe en paramètre ça ici, et du coup, ça devrait fonctionner. On va voir ça tout de suite. Ouais, il a bien généré le nom du fichier, donc là, il a bien accès à la propriété. Bon, c'est pas très étonnant, mais voilà, c'est quand même un truc à vérifier. Et du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller l'afficher. Alors là, ça va être un peu cracra, mais je voudrais quand même, si à la place du timestamp là, juste c'est le temps de faire un test. Hein. Si là, à la place de ça, je mets log file name, il devrait me remplacer les heures de chaque en début. Ouais, ok, ça marche. Donc ça veut dire que ma fonction secondaire a bien accès à à ma variable, à ma propriété du coup. J'aurais bien voulu faire une variable externe, mais en l'occurrence là c'est une propriété. Donc du coup, si je fais ça, on est bon. Ok, donc on revient à nos moutons. J'ai généré mon nom de fichier, il est disponible en dehors de mon cheminement principal. Du coup, j'ai rien d'autre à toucher ici dans le corps de mon programme principal. Par contre, à chaque fois que je vais ajouter un message dans la console, je vais vouloir le loguer dans ce fichier. On est d'accord? Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est stocker. Ouais, soit on écrit, on verra. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tester une première version. Je vous propose ça comme ça. On teste une première version où on va itérativement, à chaque fois que j'écris un message à la console, je l'écris dans le fichier log. On va tester ça. J'ai peur que ça nous fasse rapidement des contraintes de performance parce que vu que c'est des petits espaces temporisés là, c'est très très court. L'exécution de l'application, elle va être très rapide à exécuter. J'ai peur que de faire ça, ça ralentisse d'une part l'application et surtout qu'on se prenne les pieds dans le plat et qu'on essaie d'écrire une deuxième ligne dans un fichier alors que la première est encore pas sortie du cache et n'a pas encore été écrite. À mon avis, ça va poser problème. On va quand même essayer, comme ça on va le voir de nos propres yeux. Si ça marche, tant mieux, c'est la version la plus propre de le faire. Si ça marche pas, on passera par une autre astuce, c'est-à-dire on va loguer dans la console, on va stocker, afficher dans la console, et on va stocker chaque interaction sortie de cette console dans une grosse variable, une grosse chaîne de caractères, et une fois que j'aurai terminé, en sortant l'application, là j'écrirai cette variable sur le disque dur. Moi ça me pose un problème, ça en contrepartie me pose un problème, c'est que si jamais pour une raison ou pour une autre je quitte le programme avant la fin de son exécution normale, et du coup j'aurais pas logué le fichier sur le disque dur, et c'est justement ça que je voudrais faire moi, c'est pouvoir loguer en cas d'erreur pendant l'exécution, que ça apparaisse noir sur blanc dans un fichier de log. Donc si je me coupe l'herbe sous le pied et que je ferme l'application avant d'avoir écrit le log, je serai un peu marron. Donc on va partir sur la première instance que je viens de vous proposer, c'est-à-dire à chaque fois, bêtement, pragmatiquement, je vais aller écrire le message que je passe à ma console dans ce fichier de log, tout simplement. Ok les boss, on va commencer comme ça. Alors pour ce faire, nous on n'aura pas de problème de couleur ici, on s'en fout, on est sur un fichier texte plein. Donc la ligne va beaucoup ressembler à celle-là, plutôt à celle-là, voilà. Beaucoup ressembler à celle-là dans le sens où on va utiliser la même concaténation, hein. On va utiliser la même syntaxe, le timestamp, un espace et le message qu'on souhaite faire passer. Ouais, donc ça on va en avoir besoin. Voilà. On va tellement en avoir besoin que je vais le concaténer tout de suite. Voilà, je vais le variabiliser tout de suite, comme ça on pourra s'en resservir et on est sûr qu'il n'est pas altéré
à ce moment-là. Donc, on y va, on va faire ça. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse à ce moment-là, c'est un if file.exists. Je crois qu'il le crée de toute façon. Allez. Je pense même que je peux faire... Il faut peut-être faire avec un streamwriter là. On va voir. Alors, on va essayer de faire ça. File.append. C'est là qu'on fait. Ah voilà. Append all text path string. Ok. Tout simplement. On va essayer cette façon de faire là. C'est simple. Hein. Elle prend un chemin d'accès et elle prend un contenu. Ok. Ça tombe bien, on a les deux. Notre chemin d'accès, rappelez-vous, c'est celui qu'on a mis là ici. Alors là, ça c'est le chemin, c'est le path relatif. Hein. Il n'y a pas l'accès, il n'y a pas le dossier d'exécution de l'application. On va le rajouter après, c'est pas un souci. Et le contenu ici, bah, c'est ça, c'est message to display. Voilà. Je crois que ça fonctionnera. Et si on le normalement, voilà, si le fichier n'existe pas, cette méthode crée le fichier, écrit la chaîne spécifiée, puis ferme le fichier. Normalement, voilà. Et si on fait un append, voilà. Si on fait un write, ça va écrire le fichier et ça va le fermer. Si le fichier existe déjà, il va l'écraser. Par contre, si on fait un append, à mon avis, on est sauvé parce que le append va ajouter à la fin du fichier qui existe déjà le texte qu'on lui passe en paramètre. La seule difficulté que je vois là, enfin, la seule difficulté, pour que ça fonctionne maintenant, il faut que je lui passe le chemin d'accès complet vers le fichier de log. Là, on est content, on a le file name, mais ce n'est pas encore le chemin d'accès à l'application. Il faut qu'on trouve le chemin d'accès à l'application. Et donc, à mon avis, pour faire ça, soit on lui passe en paramètre en mode brutasse, écrit là et pose pas de questions, soit on y va un peu plus intelligemment au cas où un jour on décide de déplacer l'application dans un autre dossier. Et ça tombe bien parce que le .NET dans le framework nous propose des méthodes pour aller get cette donnée-là, là, savoir dans quel contexte est exécutée l'application. Et je pense que c'est tout simplement si on fait environnement ou application, on va aller voir ça. Current directory, définir du travail actif. Je pense que si on fait ça, ouais, on devrait être pas mal. Je vais l'écrire brut comme ça et après on la dissèque et on améliore. Ah oui, c'est un caractère d'échappement. Voilà. Je pense que si on fait ça, on n'est pas trop mal. Là, on va voir ça. Moi, j'aimerais bien qu'ils le mettent dans un dossier logs quand même, tant qu'à faire. Qu'on va aller créer. Hein. On va quand même pas lui rendre la tâche encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Typiquement, si on fait ça, à mon avis, ça marchera pas parce que le directory n'existera pas. Il faut peut-être faire un directory.create. Créer tous les répertoires et sous-répertoires du chemin d'accès spécifié, sauf s'ils existent déjà. Ouais, ok. Est-ce qu'on a un directory.exists? Ouais, c'est parfait ça. Ok, donc on va faire un if not exist. If. Oh là là, les gros doigts, c'est joli les gars, c'est tragique. If not exist directory create, tout simplement. Ouais, je sais, les paramètres, je les ai pas encore mis, c'est normal. Il faut qu'on détermine le... On verra. Si on commence, on va se fixer un objectif, les gars. Si je vois qu'on dépasse les, allez, la vingtaine de lignes ajoutées, bon, moins que ça. Si on dépasse la dizaine de lignes ajoutées à la fonction de log qui est actuellement en place, dans ce cas-là, tout ça on externalise dans une autre fonction qu'on appellera à chaque fois qu'on appellera celle-là. Ça, c'est pas grave. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça ne devienne pas imbitable et qu'on évite justement ça, les fonctions qui font des centaines de lignes. Hein. C'est pas digeste, c'est digeste pour personne. Donc voilà, pour le moment, on claque tout l'algo ici, ensuite on l'optimise, ensuite on voit si on le déporte. Donc alors, il faut qu'on trouve le moyen ici de déterminer le dossier où doivent être sauvegardés les logs. Ok? Donc ça veut dire qu'en gros ça, il faut le sortir à partir de maintenant. Donc c'est parti. On va appeler ça comme ça, ok. Je crois qu'il faut peut-être un path combine. Ouais, on va essayer ça. Path.combine. Ouais, c'est ça. Ah non, oui, aussi, c'est peut-être ça. Ouais, path combine. Est-ce que ça... Est-ce que ça... Est-ce que ça...
Est-ce que ça fonctionnerait, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'en pensent les Dibos? Open all text. Là, je pense qu'il nous faut à nouveau un path combine qui prendrait le chemin d'accès. Alors, le path combine, c'est une fonction du framework hein, qui est intégrée au framework et qui est plutôt géniale parce qu'elle en gros, elle me permettrait de m'affranchir la gestion des slash, double slash, backslash, anti-slash, ferme ton slash, etc. Ça veut dire que, je pense, hein, si je fais un path combine avec 2 chaînes de caractères, il sait que j'ai directory et subdirectory. Donc il va lui-même ajouter le slash qui va bien entre les deux. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. On va s'en assurer, de toute façon on va tester, hein, mais à mon avis on ne devrait pas être trop mal. Donc on va mettre un point d'arrêt ici, et normalement, vous le savez, cette fonction va être appelée dès le début de l'application pour le fameux message démarrage. Voilà, on va tester tout de suite. Ok, on a bien le message démarrage, qui devrait être là, passé en paramètres. Ok, on le concatène avec le timestamp ici. Message to display, jusque là, il n'y a rien de flamboyant, hein, c'est déjà vu. Log path. Ok, c'est perdu. Current directory. Ok, il l'a mis en relatif pour un absolu, donc là je suis marron déjà, je le sais d'office. C'est pas la peine d'aller plus loin. Hop, tu te mets là et tu quittes. Ok, donc ça va pas. Donc il faut que je trouve quelque chose lié avec l'application. Application context peut-être, non. Application current. Il n'y a pas un up domain. Ouais. Current domain, ouais. Base directory. Programme de l'assembly pour détecter. Oh. Obtient le répertoire de base qu'utilise le programme. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Directory, qu'est-ce que... Non, path peut-être. Ah purée, directory. Ah, je pense que base directory devrait pouvoir m'aider. On va essayer ça. Sinon, si ça c'est toujours pas bon, on va aller chercher sur Google. Hein, on n'est pas... C'est pas... Hein, on n'est pas des magiciens. Path combine, log path. Il le met toujours en... Ah, ou alors c'est parce qu'il aime pas... Eh oui, parce que là je fais combine avec des slash. Et là je fais combine sans slash. Donc c'est ça qui est pas bon. Faut pas que je mette mes slash ici. C'est peut-être ça qui lui plaît pas. Boum. Stop. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ouais, c'est mieux, non? Code, on s'en fout. Ça, c'est l'application, le bin debug et logs. Ok, là, on est bon. Hein. Là, on est bon. Ce qui veut dire que s'il n'existe pas, il va le créer. On va l'ouvrir celui-ci. On va l'ouvrir ce dossier. Hop, open. Ok, là, c'est mon dossier bin. On est d'accord. Mon dossier debug, on est d'accord. Vous voyez qu'il n'y a pas encore de sous-répertoire log. Hein. Ouais, je vais lâcher point d'arrêt. Donc, je mets ça sur l'autre écran. Est-ce que je mets les 4 écrans, 2 écrans? Ouais, vous allez juste. Alors, vous verrez pas le texte, je sais, vous pouvez pas le lire, mais vous verrez sur l'écran de gauche là, s'il y a un dossier qui est créé, au moins. Qu'est-ce qui se passe si je fais F10? If not exist, on rentre, create, pas de stack, le dossier a bien été créé. Youpi. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il essaye de append à ça, ce nom de fichier là, ce message là? On y va? Boum. J'ai pas de message d'erreur. Ouais. Est-ce que quelque chose s'est passé ici? Yes, j'ai un fichier de log. Je l'ouvre. Et voilà, il contient bien ma petite ligne. Ok. Donc ça, c'est une super nouvelle. Je suis bien content. Ça, c'est top. Je suis bien content qu'il apparaisse là. Pour autant, là, j'ai pris le temps. Hein. J'ai fait du pas à pas. J'ai mis 10 secondes entre chaque étape. On va dire que ça a été rapide. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'enlève mon point d'arrêt et je le lâche? Est-ce que là, je vais pas avoir des accès concurrentiels? On va voir. L'application a l'air d'avoir fonctionné comme il se doit. Ok, on la quitte. D'accord. Ok, et maintenant, on revient dans mon petit dossier là. Ok, et ça a bien fonctionné. Effectivement, il a bien concaténé tout ce qu'il fallait comme il fallait. Même 2 fois... Non, pas 2 fois, d'accord. D'ailleurs, non, il a effacé... Ah oui, c'est parce que j'ai lancé qu'une fois l'application. Ok, donc 2 choses à ça.
Premièrement, il faut qu'on ajoute des sauts de ligne. Là, il y a un problème, effectivement, j'ai pas pensé. Le flux de sortie d'une application console en .NET, c'est un flux. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'écris dans ce flux, j'écris un nouveau message dans le flux. Donc par convention, c'est le système d'exploitation qui fonctionne comme ça. Ça va à la ligne et ça fait un retour chariot et une nouvelle ligne est ajoutée au flux. Par contre, quand je travaille dans un fichier texte, c'est pas du tout pareil. Quand je travaille dans un fichier texte, j'ajoute à la suite. Point barre. J'ajoute chaque chaîne de caractères à la suite de la précédente chaîne de caractères. Donc c'est à moi de lui préciser que entre chaque itération, je dois faire un saut de ligne. Ok, Dibos? Ça, c'est pas bien compliqué, hein. On va manipuler simplement ici le message to display. Voilà. C'est ici, c'est au moment où on fait le append all text. Là, ici, il faut qu'on fasse un truc tout con. Il faut qu'on string.concat. Ça. Ouais. Et ici, je rajouterais bien un environment.newline. Ouais, je pense que ça fonctionnerait si on fait ça. De tous les cas, il va y avoir un autre truc à surveiller, les Dibos. C'est qu'il va falloir qu'on soit vigilant sur qu'est-ce qui va se passer maintenant que je vais relancer le programme. Et oui, parce que rappelez-vous, dans mon nom du fichier, j'ai année, mois, jour. J'ai pas l'heure dedans. Donc à la seconde près. Donc ça veut dire que là, quand je vais relancer mon programme, je m'attends à ce qu'il réécrive à la suite. Hey, parce que c'est un path combine et c'est surtout un append all text. Si le fichier n'existe pas, il le crée. Si le fichier existe, il est créé à la suite. Vu les dibos. Donc là, pour moi, on va voir. Je vais fermer le fichier. Voilà. On va bien voir ce qui va se passer. On ira le rouvrir tout à l'heure. Hein. Il est dans l'autre. Vous l'avez vu, il est ici. Hein. D'ailleurs, on voit qu'il a été écrit à 12h30 pour la dernière fois. Bah, qu'à cela ne tienne. Hop, c'est parti. Je relance mon petite application. Ouais, j'ai toujours pas de message d'erreur. C'est bon signe. Hein. Je m'attendais vraiment à ce que ça stack. Bon, tant mieux. Le framework est performant. Ah, je ne vous ai pas montré le bon écran, mais je viens de lancer, je viens de faire un run de l'application. Voilà, le fichier fait 2 kg, il a été écrit à 12h32. Qu'est-ce qu'il contient? Eh ben, il contient... Ah ouais, bah c'est bon, ça fonctionne. Il contient, comme convenu, le démarrage de la première itération, et ainsi de suite, hein, puisque j'avais pas encore fait mes sauts de ligne. Ensuite, il contient, donc là, la sortie, ça s'est terminé ici, à 12h29. Ensuite, à 12h32, j'ai le démarrage de la deuxième itération, ici, hein, vous le voyez là. Et puis ensuite, j'ai bien mes sauts de ligne à la fin de chaque. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, si je le relance encore une troisième fois, cette fois-ci je reste sur l'écran, comme ça vous le verrez. Voilà. Il cherche les images. Boum, il trouve rien, j'appuie, je quitte. Ok, je suis content. Si je reviens dans mon dossier, et que je vais vous mettre ici, hein, ça sera beaucoup plus simple. Si je le rouvre, voilà, j'ai bien la sortie du précédent à 32 qui précède le démarrage du suivant. Alors si je voulais être clean, je ferais un petit séparateur ici, je rajouterais éventuellement au démarrage de l'application, on s'en fout, on s'en fout. On voit de toute façon, on voit la différence d'heure, c'est ça qui m'intéresse. On voit bien que chaque itération est englobée dans un démarrage et une sortie. Ouais, moi je pense que ça suffit, on a le fichier de log, bon, on s'en fout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que là, ce jour-là, à 12h32, quand ça s'est exécuté, il a détecté 0 image, il a rien fait, il est sorti. Voilà, point barre. Et c'est ça qui m'intéresse, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais lancer une ultime fois. Je vais lancer le programme en enlevant le petit commutateur là, qui me permet de faire la pause à la fin du lancement. Là, vous l'avez vu. En fait, je vais tous les enlever. Hein. Je vais me mettre en condition prod. Hein. Oui, je sais, c'est pas satisfait, je m'en fous. Voilà, je rebuild ma solution. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, je voudrais qu'on ait un environnement, je voudrais qu'on ait un test pas prod-like, mais le plus proche possible, c'est-à-dire sans que ça attende gentiment que j'appuie sur une touche pour quitter. Vous voyez, que ça s'exécute le plus rapidement possible et que ça se quitte tout seul, ça se gère tout seul. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment peur que l'exécution en prod tourne tellement vite qu'on ait des accès concurrents. Bon, bah écoutez, ça s'est bien passé. À 34, j'ai bien j'ai bien une dernière itération qui s'est lancée. Démarrage sorti. Cette fois-ci, j'étais en mode sûreté, non. Ça n'a pas altéré les lignes au-dessus. Écoutez, moi, je suis content. Ça marche, c'est nickel. J'ai pas besoin de modifier le nom du fichier. Il appelle tout seul à la fin. Demain, quand ce sera le 3 juin, ce sera un nouveau fichier qui sera créé à la suite ici. Je pense qu'on a terminé ça. C'est plutôt pas mal. Alors,
Revenons rapidement sur un peu d'optimisation du coup. C'est ce que je vous avais promis qu'on ferait ça comme ça. Toutes ces lignes-là sont dédiées au log dans le fichier log. Est-ce qu'on externalise ça? Ouais, on va externaliser quand même, ne soyons pas feignants. Static void log console to file. On verra pour les paramètres dans 30 secondes. Boum. Boum. Voilà. À mon avis, il n'y a que le message. Voilà. Bingo, il n'y a que le message qu'il faut lui passer en paramètre, puisque de toute façon, le log file, il le prend depuis la fameuse variable, la propriété de ma classe. Donc du coup, à mon sens, ici, on a juste ça. Et comme ça, on n'allonge pas le fonctionnement. Ça aurait été là où. Alors, la raison pour laquelle je me suis posé la question, c'est que j'ai 5 lignes de code ici pour 5 lignes de code précédents. Je trouvais ça un peu lourd que la moitié soit hors contexte avec ce que l'application est censée faire à ce moment-là. Ouais, je pense que vous m'avez compris. Donc, du coup, on va lui laisser gérer sa console comme il se doit. Et avant de sortir de cette application, on log to file, le message to display. Voilà. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a à faire pour moi à ce moment-là. On check, on vérifie que ça marche toujours. Allez, c'est parti. Boom, sorti. Fichier texte. Log concaténé. Bah voilà, les 10 boss. 36. C'était bien mis 36. On est bon. Ça, c'est pas bon, ça. Comment il peut... Eh, mais attendez, il y a quand même un truc qui me chiffonne, là. Comment il peut... Comment je peux ne pas lever d'erreur et d'exception, là? Si ma clé de config... Parce que là, je suis revenu sur mon précédent poste de travail et le code, il est stocké sur le disque D. D, code d'Ibri. De toute façon, vous le voyez, il est là. Et pourtant, mon application, dans sa configuration, elle est setée pour aller chercher une application qui s'exécute sur un autre disque. Là, voilà. Ça, c'est suite dev, ouais. Bah, donc ça peut pas marcher. Et pourtant, ça me soulève pas d'erreur. Ah, je sais pourquoi. C'est parce que je... Oui, oui. Ouais, ok, c'est normal. C'est parce que... Oui, c'est juste que c'est l'ancienne version. C'est normal, c'est parce que... simplement il n'efface pas les fichiers au bon endroit. C'est parce que tout à l'heure, avant de lancer le live, j'ai installé le site à cet emplacement-là, identique à l'autre machine de dev, parce que je voulais vérifier que les fichiers étaient bien placés au bon endroit. Donc là, c'est normal que ça ne pète pas une erreur, c'est parce que il existe bien à cet endroit-là le dossier. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. C'est juste que de toute façon, vu que dans la base de données, il ne me trouve pas de photos uploadées à ces dates-là, il ne cherche pas à les supprimer, donc il ne rentre pas dans le... Voilà, on récupère bien le bon... Si je vais dans mon log d'erreur maintenant... Ah oui, en plus, ça c'est dynamique, merci Notepad++. Voilà, j'ai vu que jusqu'à 12h36, j'utilisais bien la mauvaise chaîne de configuration, et à partir de 38, je l'ai corrigé dans le fichier de config. Et oui les gars, c'est à ça que servent les logs aussi. C'est à checker que notre application fonctionne bien dans les cordes et tout. Même s'il n'y a pas de bug manifeste, quand même, hein, on lance une fois ou deux, on check, on vérifie que, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que là il me cherche le réseau c'est installé sur le disque C, alors que cette machine, elle est installée sur le disque D. Voilà, c'est à ça que servent les logs. Pourtant, j'ai pas reçu de mail d'alerte, ni aucun utilisateur ne s'est plaint, ni rien du tout. C'est à ça pertinemment que servent les logs. Ok, alors, attention, là on est sur un poste de travail dont mon utilisateur est administrateur, et Visual Studio n'est pas lancé en mode admin, mais le 2IS Express, le serveur, enfin non parce que là je suis en application de console, mais le process de l'application de console va être lancé avec des droits élevés. Ça ne veut pas dire que ça, je pense notamment à la création du dossier, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner sur un serveur de prod fonctionnant avec un utilisateur non administrateur du poste. Vous voyez ce que je veux dire? La tâche planifiée, je l'ai programmée pour être utilisée, pour être lancée avec les droits maximaux, mais attention, si jamais dans votre contexte à vous, vous développez une application console qui est appelée par une tâche planifiée à être exécutée par un utilisateur amoindri, je ne sais pas comment on dit, plus bas, à plus bas niveau qu'un administrateur, un utilisateur simple, l'utilisateur simple ne pourra pas forcément aller créer
un répertoire dans l'espace de fonctionnement d'une application .NET, hein, attention. Là, vous aurez probablement un problème de droit. Pareil pour l'écriture dans le fichier. Là, il faudra vraiment checker ce que vous faites. Moi, je m'affranchis de ça parce que c'est pas que je m'en fous, mais c'est que mon application se tourne avec ma tâche planifiée va être lancée avec un contexte administrateur. Super important. Ok, les boss, bah, je pense qu'on est pas mal. Alors sur cette partie-là, on a terminé pour le console log file, enfin le console to file quoi. Je repasse très rapidement donc sur ce qu'on vient de faire. Mon application console, à plusieurs reprises, elle écrit des informations à l'écran. Elle fait des console write line, elle écrit dans ma console. Le problème, c'est que j'ai aucun moyen de tracer ce qui s'est passé. Pour le moment, c'est parce que j'ai designé l'application comme ça, hein, je me suis pas pris la tête. L'application console, elle écrit rien dans un fichier, rien dans la base de données, elle écrit des informations à l'écran, et quand elle est quittée, quand le process se termine, bisous, au revoir, et je sais pas ce qui s'est passé. C'est moi qui l'ai décidé comme ça, d'accord? Donc j'ai décidé d'ajouter, de plugger à mon application console une gestion des logs pour tracer ce qui s'est passé en termes d'application. J'ai décidé de le faire manuellement, d'utiliser une construction custom pour faire ce besoin-là. Encore une fois, j'ai décidé de ne pas utiliser de solutions clés en main comme Log4j ou ce genre d'outils tout près. Ou d'utiliser un traceur comme on l'a vu tout à l'heure en tout début de stream. C'est moi qui ai décidé de ne pas l'implémenter comme ça parce que je voulais faire du custom. Déjà, je voulais essayer, je voulais voir ce que ça coûtait en termes de performance de loguer en parallèle sur la console et un fichier de log. Euh, et puis surtout, je voudrais faire un package le plus léger possible pour envoyer sur mon serveur de prod et ne pas lui installer Log4j ou devoir acheter une licence de prod pour un autre outil. Log4j, c'est pas le cas, mais d'autres peut-être sont payants. Enfin voilà, je voulais vraiment faire le truc le plus light, le plus léger possible, le plus custom aussi, parce que typiquement une application de console comme ça, je vous invite les dibos à avoir la même réflexion. Une application de console qui nous aide à faire une tâche planifiée ou qui va nous assister dans certaines tâches un petit peu laborieuses, clear un dossier, attribuer des droits, calculer un hash de quelque chose, voilà. Ces petits algorithmes-là, c'est des choses que vous allez écrire et qui vont fonctionner. Vous allez travailler dessus pendant 5, 6 jours, une semaine, 2 semaines pour développer votre petite application compagnon, on va dire ça comme ça. Et puis vous allez la placer sur votre serveur, elle va tourner, elle va fonctionner, elle fonctionnera pas du premier coup, vous allez remettre les mains dedans, c'est frais, ça marche, ok, là c'est comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis vous allez la remettre en prod, elle va fonctionner, nickel, ça marche, c'est parfait. Un mois passe, 2 mois passent, 6 mois passent, 1 an passe, 2 ans passent, et là, en base de données, vous avez dépassé un certain quota, ou bien votre hébergeur décide de forcer un chiffrage ou quelque chose change dans votre infra, quoi qu'il arrive, un serveur change, un disque dur craque ou quelque chose comme ça. Et là, vous devez ressortir le code et là, vous vous dites, ah ouais, pourquoi à ce moment-là, je fais appel à un traceur, que je mets ça dans un autre thread, waouh, ok, calmez-vous, kiss les gars, keep it simple. Je fiche un truc sur mon écran, je le log dans un fichier, c'est tout. J'ai pas besoin d'ajouter ça dans l'observateur d'événements, parce que de toute façon, le jour où j'aurai vraiment une grosse galère en prod, je vais plutôt aller chercher des fichiers log tout de suite clear, facile à ouvrir, qu'un gros observateur d'événements où il y a des milliers de lignes qui se claquent chaque seconde dedans. Voilà. Et je parle d'une démarche vraiment idéale, hein, on est d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai choisi cette solution-là. Je vous conseille d'avoir pas la même réflexion, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. On a vu au contraire que là je m'expose à des choses un petit peu bizarres. Typiquement, cette application qu'on vient d'écrire ensemble, si je ne l'exécute pas avec des droits élevés, peut-être pas d'administrateur, mais au moins les mêmes droits que la personne avait quand elle a créé le dossier dans lequel s'exécute l'application, je vais avoir des problèmes. Parce que là j'essaie de créer un sous-dossier dans lequel j'essaie d'écrire des fichiers alors que je suis pas un administrateur. Je suis pas expert, je suis pas admin système et réseau, mais à mon avis, ça posera problème à un moment donné. Voilà, donc ayez cette réflexion, dites-vous quelle solution est la plus adaptée à ma problématique, mais la plus simple possible. Cette application de console, je veux qu'elle tourne à minuit, et je veux qu'à minuit 2, elle ait fini de tourner. Qu'elle ait supprimé une photo ou 200 photos, et je veux pas qu'elle reste jusqu'à 1h du matin. Hors de question. Parce qu'elle pourrait empêcher d'autres tâches de tourner derrière, qui empêcheraient d'autres, qui empêcheraient d'autres, qui empêcheraient d'autres. Voilà mes dibos, je vous embête pas plus avec cette petite leçon de morale et on passe à la suite. Donc du coup, pour faire simple, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que je viens de vous dire. J'ai rajouté un logger en plus et je récupère le message qui est destiné à ma console. Je le claque à l'intérieur d'un fichier texte, je l'append à l'intérieur d'un fichier texte
Et bisous, voilà, le problème est réglé. J'ai pas besoin de faire plus que ça. Si jamais j'ai une erreur pendant l'exécution de mon application, typiquement, typiquement au moment de se connecter à la base de données, j'y arrive pas parce que mon réseau est coupé ou parce que le mot de passe de l'utilisateur a changé ou je ne sais pas, je ne sais guère, et ben c'est pas un problème puisque de toute façon mon fichier log, vu qu'il est écrit de manière itérative, ça aussi c'est intéressant par rapport à un traceur, hein, mon fichier log il est écrit de manière itérative au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, et ben je verrai à quel moment il s'arrête brutalement. Si je vois que j'ai bien ma ligne démarrage, j'ai bien ma ligne génération, j'ai bien ma ligne blabla, j'ai bien ma ligne toto, j'ai bien ma ligne titi, mais attention, j'ai pas ma ligne tutu. Ok, donc c'est forcément à l'étape d'avant que ça a pété. Donc je peux cibler dans le programme à quel moment ça a foiré, et je vois que ça peut être allé au moment où il a été chercher les images en base de données. Ah tiens, il y a peut-être quelque chose avec la connexion en base de données. Là, je vais reprendre la démarche d'aller voir dans l'observateur d'événements si je sais pas une erreur de connexion SQL, etc., etc., etc. Ok Medibos, voilà, je vous suggère cette solution-là. C'est pas la plus élégante, je le sais, c'est pas la plus classe non plus. Il n'y a pas de gestion d'erreur encore à proprement parler. Il n'y a pas non plus d'envoi de mail qui est fait ou de SMS ou tout ce que vous voulez. Juste des fichiers log écrits. Ok. Bon, je pense que c'est pas mal pour cette première fonctionnalité-là, pour cette première partie-là. La gestion d'erreur, justement, c'est un mot-clé qui est important. Je vous en ai parlé en début de stream, je voulais qu'on mette en place ça. Là, en y réfléchissant, je me dis que soit j'en ai pas besoin, et dans ce cas-là, je croiserai les doigts pour qu'il n'y ait jamais de soucis avec cette application-là et qu'elle tourne toujours. Là aussi, hein, je réfléchis en même temps à la portée qu'a cette application-là sur le programme principal auquel elle est dédiée et sur le serveur auquel elle est destinée à tourner. Et je me dis que actuellement, que l'application principale est une gestion d'erreurs, c'est primordial, évidemment. Je reçois des mails d'erreurs, hein, vous ne les avez pas encore vus, mais c'est bel et bien le cas, hein, il ressemble à ça. Voilà. Je reçois bien mes stacks à chaque fois qu'il y a une erreur qui est survenue sur Rehost, ça fonctionne. Par contre, que cette petite application console perde du temps à aller concaténer un template mail, faire de la transfo texte, aller chercher l'adresse IP peut-être du gars qui avait uploadé l'image et que l'image ne veut pas se supprimer, je sais pas quoi. Bref, là on va commencer à faire de l'usine à gaz. Je pense que c'est pas nécessaire. Je vais prendre le risque de laisser tourner l'application comme ça. Je vais checker les logs qu'on vient de créer pendant quelques semaines. Et si vraiment je vois que j'ai une bonne partie des exécutions où ça se coupe brutalement sans raison apparente, et ben c'est que j'aurai une erreur. Vous avez peut-être remarqué aussi dans mon code, il n'y a aucun try-catch. C'est voulu, c'est fait exprès, c'est intentionnel. Enfin, si, il y en a, mais ciblé. Il n'y a pas de try-catch sur les appels bases de données, notamment. C'est fait exprès, parce que vu que c'est une application de console, elle n'est pas destinée à être vue, l'exécution ne sera pas... Il n'y a pas quelqu'un derrière l'écran qui va surveiller que ça marche. Si jamais il y a un try-catch, si jamais il y a une erreur qui intervient, qui survient, à ce moment-là, elle sera loguée dans le gestionnaire d'observateur d'événements du serveur. Je reviens sur ce que je disais juste avant. Et donc du coup, bah, je me connecterai simplement à l'observateur d'événements pour aller voir la stack et compagnie si jamais il y a une erreur. Et que je la verrai. Et je verrai donc au niveau du fichier log. Voilà. Alors c'est un peu jouer sans filet, c'est un peu sauter sans filet, hein, parce que là effectivement si je vais pas tous les jours checker mon fichier log, j'aurai aucun moyen de savoir que mon application s'est arrêtée prématurément de fonctionner. Effectivement. Donc on vérifie, on tâchera les dibos un peu plus tard d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour m'affranchir de ce souci-là. Mais je pense qu'une grosse gestion d'erreurs lourde qui prendrait 200 lignes pour 150 lignes de code à côté effectif, je pense que c'est pas nécessaire. On en reparlera plus tard. Pour l'heure, les D-Boss, eh ben, je vais vous laisser tranquille pour ce sujet-là. On va s'arrêter là. Je vais couper le stream là tout de suite parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, encore une fois, je suis disponible. N'hésitez pas. Vous m'appelez, vous m'envoyez des messages, vous m'envoyez des mails, vous me contactez sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez assez facilement. Il n'y a aucun souci. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Profitez. N'oubliez pas de passer une super journée. On se retrouve ce soir pour du gaming, je pense. Demain midi pour du dev, c'est sûr. Et puis pendant ce temps-là, bah écoutez, amusez-vous bien. Bon appétit les D-Boss et on se revoit bientôt. Ciao ciao, bisous.